Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Qui aurait cru, il y a une vingtaine d'années seulement, que le jour viendrait où les devises étrangères se monnaieraient ouvertement sur le marché noir, au vu et au su des autorités, voire même que les principaux demandeurs de ces devises étrangères sur les marchés au noir algériens seraient les tenants de l'autorité eux-mêmes, leur clientèle, leur parentèle, et qui auraient imaginé seulement que ces sommes atteindraient de tels niveaux. Le square Port Saïd est quasiment devenu un nom générique, le nom consacré d'une grande place financière. Oui, puisque dans l'entendement général aujourd'hui, square Port Saïd, voire même square, comme on dit, tout court, veut dire le forex des aides, si je peux dire. La plus grande place financière du pays en termes de change. Oui. Si le square Port Saïd est devenu le marché d'échange le plus important du pays, où s'échangent et se changent des sommes fabuleuses, que je n'ose même pas dire, il est loin d'être le seul, Port Saïd, puisque toutes les villes algériennes ont leur propre marché d'échange, tous en plein centre-ville, tous sous la protection discrète de la police, tous tenus par des cambistes qui ont pignon sur rue, connus dans leurs villes respectives comme des loups blancs, dont la parole pèse très lourd et qui, sur un simple coup de fil, peuvent vendre ou acheter de grandes sommes en devises étrangères en Algérie et partout dans le monde, s'il vous plaît. Et ce n'est un secret pour personne, et pour cause, que ces marchés sont surtout sollicités par les barons du régime et leurs relais, et par tous ceux-là qui disposent de filons au sein de l'économie informelle algérienne, ce qui revient au même, puisque les premiers sont les protecteurs des seconds, sinon leurs associés. La pratique est rentrée dans les mœurs, au point où nombreux se posent la question de savoir pourquoi ces cambistes au noir ne sont pas officialisés. Encore que la réponse est connue et que tout le monde vous dira que ce sont les cambistes eux-mêmes qui ne souhaitent pas être régularisés, parce que leur raison d'être même et les canaux habituels ne sont pas compatibles avec la transparence, la réglementation, l'administration, la fiscalité, la traçabilité de leurs ressources et la comptabilité de leur activité. En plus de l'incapacité du système économique et financier de pouvoir réguler un tel flux de monnaie étrangère. Dans une récente interview accordée au journal Liberté, l'expert financier Farhat Aïtali évalue le volume de la masse en devises qui est échangée sur le marché informel dans une fourchette entre 5 et 8 milliards de dollars. Autant dire un chiffre fou. Même si l'on ne se base que sur le minimum évoqué, 5 milliards de dollars, autrement dit 5 000 millions de dollars, 5 milliards de dollars. Mais les questions se posent aussi de savoir d'où viennent ces fonds et qui les sollicite et pour quels objectifs. Une foultitude d'autres questions se posent qui montrent toute l'opacité, tout ce cauchemar boueux dans lequel patauge l'économie algérienne, si tant est que nous pouvons dire de cette inextricable pagaille que c'est une économie. Aujourd'hui. Liberté. Farhat Aïtali, analyste financier. Le marché informel pèse 5 à 8 milliards de dollars. Al-Watan, le marché parallèle de la devise, pointé du doigt par Najia Bouharisha. Liberté, marché informel des devises,
l'alerte du FMI par Mziane Rebhi. Marché informel de la devise, le non-État. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, par ordre alphabétique, nous aurons au téléphone Farhat Aït-Ali, analyste financier, Ali Benouari, ex-ministre du Trésor, président du parti Nida Al-Watan, Al-Arbi Zouaimia, analyste politique. Nous allons commencer par Ali Benouari. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je salue vos invités. Merci. Alors, je rappelle, Ali Benouari, qu'il y a quelques mois, ici même, dans cette émission, il y a quelques mois, ou un peu plus, je crois, 2 ans, je crois, il me semble, vous avez, à un moment où le taux de change était relativement bas, il était quelque chose comme 10 ou 11%, je crois, et vous aviez prévu qu'il allait bientôt dépasser les 20%, et beaucoup de gens avaient estimé que c'était des prévisions très farfelues, que ça ne pouvait pas se produire. Aujourd'hui, le temps vous a donné raison. Est-ce que vous confirmez que le taux de change parallèle au noir a dépassé les 20, comment on dit, les 20 pour 1? Oui, les 200 dinars pour 1 euro. Bien 200 sûr. Dinars pour 1 euro. Et oui, plus. Bien sûr. Oui. Bien, c'est au-dessus peut-être aux alentours de 220, 230. Mais ce qui est inquiétant, c'est la tendance, parce que ça va aller beaucoup plus haut, hélas. Ali Benouari, je ne vous entends pas très bien. Alors, maintenant essayez, allez-y, essayez. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vais vous laisser entre les mains de la régie, je reviens à vous dans un petit moment. Zouaimi Al-Arbi, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, Zulfillak, si Jamal. Zulfillak, merci d'être avec nous. Al-Arbi Zouaimiya, le titre de l'émission est Marché informel de la devise, le non-État. Est-ce que vous imaginez un peu que ça peut se produire dans un autre pays qui se dit un État de droit, un État plutôt développé, très riche, le plus grand pays d'Afrique et autres superlatifs? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un pays comme le nôtre puisse avoir des marchés informels de la devise qui échangent des devises contre du dinar à des taux très différents d'avec la Banque d'Algérie et qui se tiennent tous les jours sans se cacher des sommes d'argent faramineuses qui s'échangent sur les capots de voitures? Qu'est-ce que vous pensez de ce titre, le non-État? Tout simplement, moi j'avais compris avant que c'est tout le marché informel qui pesait entre 5 et 8 milliards. Donc, vous parlez de la devise, donc le marché informel de la devise, pas le marché informel complètement, ce qu'on appelle l'économie informelle. L'économie informelle, en principe, elle pèse entre 40 et 55 milliards. C'est cette déclaration qu'on a lue avant. Mais pour répondre à votre question, donc, nous sommes dans le pays de l'insolite, du bizarroïde, déroutant parfois, parce que presque nous voyons chaque jour quelque chose qui est nouveau. Nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas vu quelque chose qui a existé, qui s'est déroulé, ou c'est pas qui s'est produit ailleurs. C'est pour cela que nous nous trouvons face à un État complètement, vraiment un État qui là où se passent des choses mystérieuses. Le problème, c'est que M. Benouari vient d'évoquer quelque chose de très important, c'est que ce qu'on appelle la valeur du dinar dans le marché parallèle. Vous voyez que depuis 2009, aussi 2009, c'était 1 euro contre 118 dinars. 118 dinars à peu près. Maintenant, nous sommes à 1 euro contre 215 dinars. Donc, c'est presque la valeur 215 dinars? Ah, 215. On me dit à l'oreillette qu'il est à 230 dinars aujourd'hui. Ok, donc vous avez le double. Vous avez le double. D'où vient cette devise? Bon, la valeur du dinar dans le marché parallèle, dans l'année 2011, c'était le mouvement le plus accéléré et ça est parti de 130 dinars à 146 dinars pour se retrouver en 2012 à 150 dinars. La différence entre le marché parallèle et le marché officiel en 2012, c'était presque 50 dinars. Actuellement, la différence entre le marché officiel de la Banque centrale algérienne et le marché parallèle, c'est presque 78 jusqu'à 80 dinars.
Donc, qui alimentait ça? Bon, l'explication était simple dans l'année 2011. Il y avait une fuite de capitaux. Il y avait une demande de la devise. Il y avait une très forte demande parce qu'il y avait une bourgeoisie de la rente qui s'est enrichie. Et à un moment donné, c'était ce qu'on appelle l'immobilisation, un petit peu ce qu'on appelle la régression du marché immobilier en Espagne, en France aussi. Et vous avez des gens qui transféraient, qui exportaient toute l'Algérie. Il y avait une forte demande qui expliquait ça. Mais d'où vient ça? D'où vient aussi? Elle vient aussi du marché informel et du marché normal. Des gens qui, dans la déclaration douanière, parce que la déclaration douanière, ce qu'on appelle l'importation, le cycle de l'importation, la logique de l'importation dans laquelle l'Algérie fut plongée sciemment par Abdelaziz Bouteflika a fait en sorte que les gens, dès 2000, ont compris les roquets l'Ars. Et on achetait, et on importait, et tout le monde venait l'Ars pour prendre... Mais l'Arbizouémia, j'entends bien ce que vous me dites, mais cette pratique, elle est anormale. Ce n'est pas normal que dans un pays moyennement honorable, on pratique un tel change, un tel marché de combistes qui se tient en plein jour, qui échange de telles sommes, dans l'impunité la plus totale, et pour cause, puisque ce sont les barons du régime eux-mêmes qui sont les principaux clients de ces marchés. C'est quand même incroyable, vous l'avouerez. Oui, bien sûr, j'arrive à votre raisonnement aussi. Je vais venir à votre raisonnement. C'est que tout simplement, les connexions, les connexions existent. Donc il y a une partie du régime ou des commettants ou des barons qui supervisent ça, supervisent cette économie, supervisent aussi. Ils sont impliqués parce qu'au niveau de la l'APE, au niveau du RN, du FL, au niveau du gouvernement, au niveau même de la présidence, vous avez des gens qui sont impliqués dans l'informel. Donc ça sous-entend qu'ils sont impliqués aussi dans la devise informelle. D'où ça, c'est-à-dire c'est cette banque rebelle. Cette banque rebelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Larbi, vous ne maîtrisez pas encore les grossistes de la devise. Je n'ai pas compris les grossistes de la devise. Ça veut dire qu'il y a des banques cachées ou de la devise cachée dans les sacs qui alimentent le square. Ça sous-entend aussi qu'il y a justement des gens au niveau du pouvoir qui sont bien représentés parce que vous allez vous demander. À un moment donné, on peut se poser la question, quel est ce gouvernement qui a peur d'instaurer le chèque? Quel est ce gouvernement qui a peur d'instaurer les règles commerciales de la pratique? Caisse enregistreur, facture, des documents fiscaux tenus au jour le jour et un compte commercial bancaire pour justement voir exactement comment se façonnent ces transactions. Donc, vous avez des implications au niveau de l'État, ça c'est normal, et les 7 quintaux de cocaïne démontrent réellement que nous sommes face à un État complètement gangréné et qui risque de s'effondrer. Et restez avec nous, l'Arbizouémia. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, est-ce que le son est meilleur? Oui, est-ce que... Oui, Ali Benouari. Voilà, je suis à vous. Très bien. Alors, donc, vous aviez prévu, il y a plus de 2 ans, c'est les taux qui sont atteints aujourd'hui. Mais sinon, pourquoi y a-t-il 2 taux de change et qui sont tellement éloignés l'un de l'autre? Je sais que je pose une question quasiment terre à terre, mais nous avons besoin de comprendre. Pourquoi la Banque d'Algérie a-t-elle un taux? Comment le fixe-t-elle? Et pourquoi le marché a-t-il un autre taux? Et comment est-il fixé? Le taux de change de la Banque centrale est déterminé de manière administrative. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Je ne crois pas. Le taux de change parallèle dépend de 2 facteurs. Le premier, il est accroché au taux de change officiel, dont il se sépare d'à peu près 50% depuis maintenant plus de 30 ans. C'est-à-dire que si le taux officiel dévalue, le taux parallèle dévalue dans les mêmes proportions, et on a toujours un écart qu'on n'arrive pas à comprimer qui est de l'ordre de 50%. C'est ce qui m'a amené à dire que c'est l'ombre projetée, le taux parallèle est l'ombre projetée du taux officiel. Alors qu'est-ce qui explique cet écart et ce phénomène? C'est la fuite devant l'impôt, c'est la fuite devant la... Ali Benouari, je me permets de vous interrompre encore une fois, on ne vous entend pas très bien, on vous entend, mais pas suffisamment bien. Et Farhat Aïtali vient de nous rejoindre. Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Bonjour.
Alors, Farhat Aitali, dans une interview que vous avez accordée à Liberté, vous avez affirmé que le montant, le volume probable de ces devises qui s'échangent au noir et qui se changent au noir serait entre 5 et 8 milliards de dollars. Qu'est-ce qui vous a permis de tirer de telles conclusions? Une extrapolation je fais sur la base de 2,5% de surfacturation sur le volume global des importations. Donc, pratiquement, tout le monde sait que la surfacturation. Pardon, Farhat Aitali, pardon, il y a un souci, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci au téléphone. Je reviens à vous dans un petit moment. L'arbi Zouemia. Arbi Zouemia. Oui. Pourrons revenir à des sujets qui interpellent un peu tout le monde et des questions que se pose tout le monde. Nous savons très bien que les barons de ce régime ne sont pas des anges, loin s'en faut. Mais ils tentent de préserver un tant soit peu les apparences. Le marché d'échange existait bien avant Bouteflika. Mais de temps en temps, vous voyez la police, Zama, les pourchasser, l'échange se faire un peu sous la table. Aujourd'hui, ça se fait en plein jour de façon outrancière. Et les sommes qui s'échangent sont énormes. Ce sont des millions de dollars qui s'échangent chaque jour. Chaque jour, des millions de dollars. Je parle par marché, ça veut dire Square Port Saïd, sont des millions de dollars qui s'échangent chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce point que l'État s'est complètement dissous, qui ne préserve même plus les apparences? Je pense même s'il s'agit d'un gouvernement vraiment, un gouvernement démocratique, un gouvernement patriotique qui veut régler les choses, on peut pas aussi avoir une réponse répressive contre le marché de change parallèle. Ça, c'est impossible parce que il s'agit d'un toilettage qui n'apporte pas de fruits. Mais en principe, il faut de grandes opérations de restructuration de l'économie, mais aussi d'aller chercher ce qu'on appelle l'argent qui échappe au circuit bancaire, l'argent algérien. Non mais l'Arabie Zouemia, moi je parle plutôt de la permissivité. Parce que pour ce qui est de la réorganisation de l'économie nationale, c'est un trop gros morceau et qui ne peut pas... Mais moi je parle de cette permissivité. Comment un tel régime, aussi corrompu soit-il, peut-il se permettre de laisser à ciel ouvert se pratiquer un tel crime économique? On sait que ce sont eux qui en profitent les premiers, mais est-ce que ça justifie pour autant une telle débandade? Mais c'est Benchenouf, le ID du gouvernement, on le connaît. C'est un gouvernement, c'est un pouvoir qui est venu ruiner l'Algérie. Donc, c'est pas seulement, il s'attaque pas, le fait de ne pas s'attaquer au marché parallèle, mais il ne s'est pas attaqué à autre chose. Il ne s'est pas attaqué à beaucoup de choses. Vous avez un ministre de l'énergie qui n'a jamais rendu de compte. Vous avez Sonatrach, les problèmes Sonatrach, vous avez la corruption, l'autoroute, vous avez des corruptions, beaucoup de choses en Algérie, la malversation, la corruption, la rente, je ne sais pas quoi. C'est 1000 milliards qui ont été dilapidés. Donc, nous avons affaire à un gouvernement antinational, c'est tout. On ne peut pas passer notre vie à chercher un brin de conscience dans la tête de Ouyahia. Nous avons un Ouyahia, nous avons un Bouteflika, nous avons un Gaïd Salah. Le problème, c'est que le marché parallèle, le marché en devise parallèle, justement, le problème, vous avez souligné tout à l'heure cet écart qui nous caractérise, qui est vraiment unique au monde entre l'officiel et le parallèle. C'est beaucoup. Mais ça sous-entend aussi qu'on n'a pas une économie, on n'a pas une économie productive, on n'a pas des services, on n'a pas un tourisme à la rigueur qui peut constituer un rempart pour une appréciation de la monnaie nationale. Nous n'avons pas ça. Nous avons l'argent du pétrole. À un moment donné, elle a servi en 2012-2013 pour compenser, pour faire le rempart de la devise du marché parallèle. Mais actuellement, nous n'avons rien du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans une équation très complexe, même si vous voyez un pays
le FMI qui est en train de lui donner des arguments chaque jour concernant la planche à billets, non. Et vous avez d'autres philosophes qui disent, voilà, ça s'est bien passé et M. Ouyahia a réussi son pari. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'enchaînement de la tension sociale en Algérie démontre clairement qu'il y a une inflation. On ne peut pas quantifier aussi cette inflation. On ne peut pas la calculer aussi dans un pays où 45% de l'économie est informelle. On ne peut pas. Mais on peut quantifier l'inflation dans la tension, dans les tensions, dans les séries de tensions qui s'enchaînent et qui ne déchaînent pas. Et nous allons voir aussi les enseignants revenir dans la rue et d'autres corps. C'est ça la vraie inflation et c'est ça le pouvoir d'achat. Restez avec nous, Arbizouemia. Farhat Taïtali, j'espère que nous allons mieux vous entendre maintenant. Je l'espère. Ah oui, c'est bon. Là, c'est bon. Merci. On me dit que c'est le réseau, hein, c'est le réseau téléphonique. Alors, Farhat Taïtali, donc vous aviez avancé ce chiffre. Je vous demandais d'où vous avez pu obtenir de telles informations. Bon, il y a deux éléments de base. Premièrement, nous avons 2 milliards de dollars qui viennent des retraites pratiquement de France à 99%. Donc c'est un chiffre plus ou moins statique depuis 15 ans. Il fluctue entre 1,6 et 1,8 milliards d'euros, c'est à peu près 2 milliards de dollars selon le coût. Donc il reste maintenant le différentiel. Quand on estime qu'en 2011, on est arrivé à 70 milliards d'importations, services et biens confondus, dont bien sûr pratiquement 58 milliards de biens, si nous calculons sur un minimum de 10% de surfacturation sur le volume global, on se retrouve quand même avec 5 ou 6 autres milliards de dollars, mais qui ne finissent pas tous au square. Donc on les rajoute aux 2 milliards, on se retrouve à 8. Parce qu'il y a une partie qui part en virement de compte à compte entre des banques étrangères et d'autres banques étrangères. C'est de la spéculation sur devises, mais qui ne se fait pas en traversant les frontières. Ce n'est pas physique, ce n'est pas matérialisé. Par contre, il y a aussi d'autres devises qui sont surfacturées, qu'on peut considérer comme faisant partie de ce marché, mais qui ne sont pas vendues. Elles deviennent de facto la propriété des gens qui ont touché des commissions en corruption ou des gens qui ont surfacturé pour se faire un pécule à l'étranger. Là aussi, on peut le considérer comme faisant partie du volume des importations. Les 5 milliards, c'est quand il n'y avait pas beaucoup d'importations à partir de 2016 qu'on peut considérer que les 3 milliards de différentiel, c'est à peu près 10% de 30 milliards d'importations de biens. C'est ça la genèse du calcul. Mais d'après vous, Farhat Taïtali, à part le citoyen lambda qui va acheter des devises au square pour ses vacances ou pour ses achats, qui recourt à ces sommes généralement faramineuses? Quelles sont ces catégories sociales qui les achètent? Il faudrait quand même ouvrir une parenthèse sur le citoyen lambda. Le citoyen lambda, c'est quand même $500 à $1000 en moyenne d'achat pour des besoins personnels de vacances ou d'achat de produits étrangers, concernant peut-être 1,5 million à 2 millions d'Algériens. Donc, ça fait pas 1,5 milliard, 1,5 milliard de dollars. Voilà, 1,5 milliard à 2 milliards de dollars, c'est les citoyens lambda en question. Et le reste? Mais là, il y a des grosses transactions. Il y a les gens qui sous-facturent les importations, parce que quand c'est surtaxé, c'est sous-facturé. Donc, ils sont obligés d'acheter le différentiel en devises chez ceux qui surfacturent. Parce qu'il y a deux phénomènes, hein. Il y a la surfacturation et la sous-facturation. Surfacturation, c'est généralement pour faire sortir des devises en plus. Et sous-facturation, ça leur sert à quoi? C'est pour éviter de payer des taxes. Des taxes à la douane et les impôts. D'accord. Exactement. Ouais. Mais qui sont ces gens, Farhat Taïtali? Est-ce que c'est seulement ces capitaines d'industrie dont on nous parle, ou est-ce que ce sont des gens qui exfiltrent, qui évacuent leur fortune acquise en Algérie et n'ont pas besoin de dinars, ils ont plutôt besoin de devises fortes pour leurs investissements à l'étranger? Il y a un peu de tout. En absence d'accès à la devise de manière légale, même avec des biens qu'on possède légalement, dans ce genre de pays, tout le monde a recours à ce genre de procédés. Les délinquants comme les gens qui ont été poussés quelque part à la délinquance. Je ne pense pas qu'il existe un seul opérateur sur le marché international
qui soit d'origine algérienne ou établi en Algérie qui n'ait pas recours d'une manière ou d'une autre à ce genre de procédé. Mais, Frat Etali, Monsieur Ouyahia nous avait dit, lorsqu'il a lancé, lorsqu'il avait mis en branle la planche à billets, que ça n'influerait pas du tout sur l'inflation, et bien au contraire, nous a-t-il dit, mais on nous apprend par ailleurs que non seulement ça a vraiment fait flamber l'inflation, si je peux dire, mais qu'en plus, ça a même pesé sur l'envol de ces cours du change parallèle. Vous savez, quand on parle de M. Yahya, c'est un cas d'école. Il a commencé par défier les lois de la République, après les lois de la nature. À un moment donné, on se sent pousser des ailes, donc on peut tout défier, même les lois de la physique. Quand vous versez un contenu qui dépasse le volume du récipient et que vous prétendez que le récipient ne va pas déborder, c'est un défi aux lois de la nature. Mais bon, je ne prends pas en charge ce qu'il fait comme déclaration parce que le bonhomme, c'est un politicien improvisé qui ne fait pas trop attention aux dégâts qu'il fait avec ses discours foireux. Mais je reviens à vous, Frat Etali, pour nous dire pourquoi personne n'est d'accord pour officialiser, pour régulariser ce marché parallèle. Frat Ali Benouari, vous nous expliquiez la différence entre le taux de change officiel, celui de la Banque centrale, et le taux de change du marché noir. Oui, écoutez bien, Philippe. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend très bien maintenant. Voilà. La problématique du taux de change est la plus complexe de toutes les problèmes économiques algériennes depuis moins une trentaine d'années que le problème se pose. Dans les années 1994, toute l'Algérie parlait d'érosion du livre et ne comprenait pas pourquoi le taux parallèle était supérieur de 50%. J'ai écrit en 1980 mon premier article dans Rupture qui s'intitulait Érosion du dinar ou érosion des... Et j'ai écrit en 2005 une étude en 10 chapitres dans Al-Watan, le 24 et 25 décembre 2005, une étude académique pour expliquer ce phénomène. Et enfin, en 2013, dans mon programme de essayez de ne pas marcher quand vous parlez, les Benouari, parce qu'on vous perd par moment. Non, je ne marche pas. D'accord. Je suis fixe, j'enlève le haut-parleur. Très bien, allez-y. Donc, en 2013, fin 2013, j'ai remis du couche, si je puis dire, et j'ai intégré la réforme du dinar dans une réforme plus vaste, qui est la réforme monétaire et fiscale. Vous voyez donc, ça fait 30 ans que je réfléchis à ce sujet pour dire combien il est complexe. Je peux vous livrer aujourd'hui mes conclusions, oui, qui n'ont pas varié depuis quelques années, et qui constituent la trame de la réforme monétaire et fiscale. Alors écoutez bien, parce que c'est compliqué. Le taux officiel est subventionné. On est d'accord, ça c'est clair. Oui. Il est subventionné, c'est comme un droit de douane. Oui. Ça permet aux importateurs d'importer moins cher et aux Algériens d'avoir l'impression... À un certain moment, il était tellement subventionné qu'un franc était égal à un dinar, et même plus. Un franc était égal à 0,56 dinars. Voilà. Le taux auquel moi j'ai changé pour aller passer un voyage, mon voyage de noces en Tunisie en 1978. Voilà. Je connais bien le sujet sous tous les aspects. Oui. Le taux de change officiel est subventionné. Deuxièmement, le taux de change officiel subventionne lui-même le taux parallèle. Il l'empêche de trop s'écarter et pourtant, il s'écarte toujours de 50%. Ça veut dire que si vous dévaluez le taux officiel aujourd'hui, vous n'allez pas rattraper le taux parallèle. Vous allez pousser le taux parallèle plus haut et l'écart restera plus ou moins de 50%. Quelle est cette différence et d'où elle vient? C'est la prime à la contrebande, la prime pour ne pas payer les impôts, la prime pour faire les trafics en tout genre, la prime pour corrompre tous les corps constitués, une véritable gangrène. Vous voyez donc, et la question qui se pose fondamentalement, est-ce que le régime de change, est-ce que notre politique de change est appropriée? Ça veut dire, est-ce qu'elle est compatible avec le développement économique du pays
la lutte contre la corruption, la lutte contre le financement d'activités illicites telles que la drogue et le terrorisme. Vous voyez, c'est très, très, très Mais complexe. c'est très complexe. Je vous donne un exemple Je crois pour les comprendre, d'après vos téléspectateurs. explications, que c'est une machine qui travaille quasiment à rebours de toute logique et qui est contre-productive pour l'économie à tout point de vue. Bien entendu, elle s'inscrit dans le cadre de l'économie mafieuse, qui est l'économie algérienne, que nous connaissons depuis au moins 2 décennies. Et je vous donne 2 chiffres. C'est pour ça que je dis aux téléspectateurs, écoutez bien. En 1992, quand j'étais au gouvernement, l'euro valait 4 dinars. Il vaut aujourd'hui 180 dinars. Ça veut dire 4500% de dévaluation. Ah oui, il y a tout. Les gens qui nous prennent pour des imbéciles, qui prennent des Algériens pour des ignorants et des imbéciles, ne croyez pas que la politique actuelle va faire que le dinar va dévaluer de 10%, 20, 30, 40%. La politique actuelle, de manière certaine, va pousser le dinar à dévaluer à des niveaux effrayants. Quand je disais cela, fin 2013, début 2014, je parlais de 2500 dinars pour 1 euro, les gens me disaient qu'il exagère. Et pourtant, je vous donne encore ce chiffre effrayant. En 1992, l'euro valait 4 dinars. Il vaut aujourd'hui 180 dinars sur le marché officiel. Alors, si on applique ce taux d'évaluation de 4500% au taux actuel, vous pouvez être certain que nous allons dépasser les 2500 ou 3000 dinars pour 1 euro. Avec, évidemment, je vous laisse deviner, l'impact sur les prix. À quelle échéance cette prévision? Parce que vos prévisions nous font peur puisqu'elles se réalisent à chaque fois. Je vais vous répondre de la manière la plus simple. La plus simple des manières consiste à dire si ce régime reste en place, il est certain que l'euro va augmenter à 1000, 2000, 3000, 4000, 500, 5000 dinars. Ça veut dire que la baguette de pain vaudra plus de 100 dinars, que la viande coûtera plus de 10 000 dinars, etc., etc. Oui, mais au taux de change parallèle, les Benouari, au noir, oui. Combien, d'après vous, combien va monter l'euro et à quelle échéance? Dites-moi combien de temps ce régime va rester et je pourrai vous répondre approximativement. Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. En place ouais. Pendant encore 5 ans, vous pouvez être certain que l'euro va monter jusqu'à un niveau qui, pour moi, est au minimum de 2500 dinars pour 1 euro. C'est incroyable. Vous voyez, c'est incroyable. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend, c'est leur logique économique. C'est leur logique qui a poussé l'euro. Mais à ce niveau-là, ça va exploser. À ce niveau-là, ça va exploser. Ça suppose une inflation énormissime qui ne permettra plus d'acheter quoi que ce soit. Ça suppose aussi un taux de chômage énorme, plus de possibilités d'avoir une économie un tant soit peu normale. À ce niveau-là, ça devient invivable. Ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat des gens. Ce n'est pas le niveau d'emploi, parce que le chômage va augmenter dans des proportions considérables. C'est le problème de l'allocation de ressources. C'est-à-dire que les devises et les dinars ne sont pas utilisés de manière rationnelle, c'est-à-dire pour créer des richesses et pour encourager le travail productif. Cette politique de change qui est liée de manière consubstantielle à la nature du pouvoir actuel pousse au gaspillage, pousse à la corruption, pousse à la ruine du pays. Restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous dans un moment. Zouemi Al-Arbi, ça ne vous fait pas peur ce que nous dit Ali Benouari? Oui, c'est pertinent ce qu'il dit, mais Ali Benouari, j'ai lu quelque chose en 2013, je pense en 2011, il prônait la convertibilité du dinar, je pense. De manière bonne, mais c'est pertinent ce qu'il dit. Je salue Farhat Etali, mais pour revenir à Farhat Etali, je n'ai pas compris
Est-ce que réellement c'est les retraites qui. Il a dit qu'ils sont toujours dans une situation stable à peu près en quantification, qui sont de l'ordre de 2 milliards de 2 milliards de dollars, et que les deux créneaux à travers lesquels à peu près s'alimente le marché noir, c'est soit la fraude douanière, la déclaration douanière de surfacturation, soit c'est... Moi, je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres facteurs aussi qui alimentent, Non, moi, je d'autres n'ai pas criminels qui compris alimentent... ça. Hein. Allô? Je n'ai pas compris ça, l'Arabie Saoudite. Je crois qu'il avait dit que ça, c'est le pourquoi. Ça veut dire que c'est pour éviter, échapper à l'impôt, à la taxation douanière, etc. Ça, c'est la sous-facturation. C'est les gens qui achètent des devises pour pouvoir importer sans passer par les canaux habituels. Il n'a pas dit ce que vous êtes en train de dire, il me semble. Non, non, c'est pas ça. Je parle de d'où s'alimente le marché noir. Oui, oui. Pourquoi on est arrivé à cette quantification de 5 milliards à 8 milliards. D'où s'alimente? Ça vient d'où cette devise? Bon, Oui. le principe des retraites, ok, ça existe. Il y a des retraites qui sont versées en Algérie, qui ont été... Qui finissent dans le marché noir, ça, c'est une question de 2 milliards à peu près. Voilà. Ensuite, il y a autre volet qui se résume dans ce qu'on appelle la fraude douanière, c'est-à-dire la surfacturation pour pouvoir avoir beaucoup plus de devises par rapport à la valeur réelle de la marchandise. Mais il y a autre chose, c'est que vous savez que les Algériens, comparativement, vous avez par exemple la ligne Montréal-Alger. Vous avez Alitalia qui a coulé. Il y a 1 200 000 d'Italiens d'origine italienne au Canada. Et à l'Italien n'existe pas entre Montréal et Rome. Mais il y a Air Algérie. L'Algérien voyage parce que aussi l'étalement urbain en Algérie a fait en sorte qu'il y a une portion imputable à l'argent des immigrés. Il y a des immigrés, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui amènent de l'argent et qui échangent ça dans le marché parallèle. Ça sous-entend aussi qu'il y a d'autres créneaux, y compris ça, étant donné que si vous prenez par exemple la communauté installée en France, bien qu'on dit qu'ils ramènent de la marchandise pour l'échanger et par voie de conséquence avoir du dinar. Donc c'est la marchandise contre. Mais il y a beaucoup de gens qui ramènent la devise et l'échangent aussi, que ce soit en saison estivale, que ce soit pour construire, mais l'étalement urbain en Algérie, qui, je pense, qui a gonflé de 200% ou 200% encore, comporte une portion liée à la construction, et cette construction-là, elle est imputable à l'argent étranger des immigrés. Les immigrés viennent, ils apportent l'argent, ils construisent chez lui. Donc, certainement, il échange son argent au niveau du noir. Donc, justement, pour parler de ces créneaux. Maintenant, la question du marché noir et de l'informel. Moi, j'estime que le problème aussi qui existe en Algérie, c'est que nous n'avons pas, comme je vous ai dit, un rempart. Nous n'avons pas quelque chose qui s'appelle tourisme. Comparativement à la Tunisie dans les années 80 avec Ben Ali au début des années 90 avait le courage de convertir son dinar parce qu'il y avait une industrie touristique qui ramenait, il y avait ce rempart, il y avait ce flux. Mais nous n'avons pas. Ça sous-entend aussi que nous allons, comme a dit M. Benouari, nous allons vers l'argent parce qu'il n'y a pas de productif, ni dans le productif industriel, ni dans les pays, ni dans le service, ni dans le tourisme, ni quoi que ce soit. Nous dépendons du pétrole et c'est ça qui va constituer les mathématiques finesse de l'avenir. Ça dépend combien de temps va rester ce pouvoir, comme il a dit. Voilà. Restez avec nous, l'Arabie Saoudite. Je reviens à Farhata Italie. Pourquoi les combistes Farhata Italie ne sont pas officialisés? Qu'est-ce qui empêcherait ça? Et est-ce que si jamais ils le seraient, ça ne deviendrait pas totalement absurde et que ça ferait disparaître leur véritable raison d'être, c'est-à-dire couvrir tous ces transferts de fonds illégaux? Vous savez, pour avoir un marché de la devise, il faut avoir des clients déjà, donc un besoin pour la devise. Il faut avoir aussi des fournisseurs et de la devise à vendre. Donc, si nous régularisons le marché de la devise, si on officialise par exemple la détention de devises et l'accès à la devise au niveau des guichets des banques, automatiquement la clientèle serait tarie. Une fois la clientèle tarie, on a vu déjà une partie du marché, ce qui ne permet plus d'offrir une couverture à ceux qui ont besoin de ce marché. J'ai bien dit tout à l'heure, des délinquants potentiels, mais aussi des délinquants forcés. Quand on pousse toute une population de facto à aller vers un marché qui n'est pas censé exister,
elle sert de clientèle pour une combine déjà rentable pour certains, mais elle sert aussi de paravent et pratiquement d'écran de fumée à quelques centaines de professionnels de ce genre de vaccin. Et dans tous les pays du monde, de toute façon, il existe des gens qui font des transactions illicites. Mais ici, ils ont trouvé un moyen juridique de se couvrir avec quelques millions d'Algériens comme bouclier. Frère Itali, moi je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, ou du moins j'ai compris partiellement ce que vous disiez, c'est-à-dire que les fonds qui alimentent réellement donc, cet immense réservoir de devises qui peut aller peut-être jusqu'à 8 milliards de dollars, j'ai compris qu'il y a à peu près 2 milliards de dollars de retraités qui finissent dans ce marché, c'est des retraités qui vendent leurs devises pour pouvoir vivre dignement. Il y a aussi ces gens qui, pour pouvoir sous-facturer, alimentent donc. Mais et le reste, d'où il vient à partir du moment où les immigrés qui investissaient généralement, qui ramenaient des devises pour construire, ne le font plus. Nos émigrés qui sont à l'étranger ne ramènent plus leur argent en Algérie, n'y passent plus leurs vacances, n'y construisent plus leurs villas. D'où vient cet argent? La part des immigrés, elle est epsilon dans ce marché, dans l'alimentation de ce marché. Bon an, mal an, elle ne doit pas dépasser les 400-500 millions de dollars. Mais la surfacturation est le gros de la fourniture en devises du marché. Et il faut se dire que la surfacturation, quand ça porte sur 30 milliards, rien qu'à 10%, ça vous fait quand même 3 milliards. Et à 70, c'est 7 milliards. Et 10%, c'est gentil, parce qu'en général, les gens, ils ne prennent pas de risques avec la douane, parce qu'il y a des contrôles a posteriori, même quand ils sont couverts. Vous savez qu'en Algérie, les couvertures, elles ne sont pas éternelles. Donc, ils en profitent, donc ils sont couverts pour faire du 20-30% de surfacturation minimum. Ce n'est pas tous qui surfacturent sur 30 milliards. Si vous avez 30% qui surfacturent à 30, donc vous avez 100% de la totalité, donc 3 milliards de dollars. Mais essentiellement, c'est la surfacturation qui fournit le marché. Frère Itali, si je vous demandais de nous faire des prévisions par rapport au contexte actuel dont vous connaissez un peu tous les ingrédients, jusqu'où pourrait monter ce taux au change parallèle? Ceci dépendra de toute façon de ce qui reste comme réserve de change. Et justement, de la dévaluation qui va s'accentuer du dinar algérien. Et plus la dévaluation du dinar va s'accentuer au niveau officiel, plus le gap va rester au niveau informel. Donc, par exemple, s'il passe à 150 dinars le dollar au niveau officiel, il faut s'attendre à 300 dinars l'euro au square. Mais il y a une chose à dire, il y aura beaucoup moins d'importations, parce qu'il y a beaucoup moins de clients pour les produits importés, donc il y aura beaucoup moins de transactions qui se feront au square. Donc on redescendra à 2-3 milliards, mais plus cher. Et quels pourraient être les impacts graves, hein, j'entends, sur l'économie? À quel taux cela commencerait à avoir des impacts très graves et très contre-productifs, y compris, ce que vous nous dites, y compris sur les importations, y compris sur le montage, sur l'assemblage, sur toutes ces choses-là? Bon, le montage et l'assemblage, tout ça, c'est la blague de mauvais goût. De toute façon, ce n'est pas d'industrie. Mais pour le reste des industries, il faut se dire qu'il faut avoir des clients pour avoir de la productivité. Si vous produisez à des coûts extrêmement chers, vous n'aurez pas de clients. Et donc, moins vous avez de clients, moins vous produisez. Il va y avoir quand même un rétrécissement du marché, de la production, de la post-production, bien sûr. Mais il va y avoir aussi un rétrécissement des importations. Et donc, pour le volume, si j'ai bien compris, cette flambée, lorsqu'elle atteindra un certain niveau, va s'auto-inverser. Elle va devenir contre-productive pour elle-même et donc les taux vont geler à un certain niveau. Pour monter plus haut, puisque personne ne pourra y recourir. Quand toutes les bulles, ça finit en trou noir. À un moment donné, quand ça arrive à une limite inacceptable sur le marché, la bulle, elle éclate et elle va s'auto-avaler. D'accord. Restez avec nous, Frère Itali. Ali Benouari.
D'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les échéances présidentielles qui arrivent, avec toutes les complications qui accompagnent ces échéances, avec toute cette guerre des clans qui se déroule, avec ce taux de change qui atteint des niveaux ahurissants, hallucinants, avec ces fuites de capitaux? On comprend bien que les gens qui ont beaucoup de dinars sont en train de les changer pour les faire fuir. D'abord, est-ce que ça ne va pas entraîner un effet de masse, y compris dans les classes moyennes supérieures, pour des gens qui vont commencer à vendre leur immobilier pour pouvoir exporter leurs richesses avant que l'immobilier ne s'effondre? Qu'est-ce qui va se passer si ça continue comme ça, Ali Benouari? À mon avis, le problème est mal posé. Permettez-moi de revenir sur la problématique du taux de change lui-même, et en particulier sur la disponibilité de 5 à 8 milliards de dollars. Je ne sais pas si le chiffre est fait, de 5 à 8 milliards de dollars qui circuleraient sur le marché et alimenteraient le marché parallèle. Farhat Aïtali a parlé de 2 milliards qui proviennent des retraités. C'est sans doute un chiffre vrai qui doit être officiel. Et vous lui avez demandé combien la différence. Il faut savoir, est-ce que vous connaissez la circulaire de Hamoda de 1987? Non, personne ne connaît. Ah, Bien. C'est bien la circulaire de Hamoda. Ali Benouari, je suis obligé de vous interrompre. Ali Benouari, je suis obligé de vous interrompre. Il y a un souci réel dans les communications. Merci quand même. L'Arabie Zouémia, il ne reste plus beaucoup de temps, en moins de 2 minutes. Quelles sont vos prévisions sur l'état de la nation? Oui, si jamais vous êtes avec moi. Allez-y, Ali Benouari. Oui, poursuivez. Je disais, je vais essayer d'être bref. Il y a 5 à 8 milliards de dollars précisément dans les comptes devises de résidents algériens. Les Algériens qui habitent en Algérie ont le droit depuis 1987 d'avoir des devises qu'ils ramènent de l'étranger ou qu'on leur ramène de l'étranger sans que les banques ne leur demandent d'où vient cet argent. Ce qui est une profonde anomalie parce que ça nourrit le marché noir. Vous voyez, l'État encourage le marché noir en permettant à des résidents algériens d'avoir des comptes en devises. C'est très important parce qu'à la même époque, en France, les Français n'avaient pas le droit d'avoir des comptes en devises en France, les résidents français qui habitent en France. Donc, c'est une source très importante qui alimente le marché noir de la devise avec le consentement de l'État. Et c'est anachronique, même avec le régime de change actuel, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la d'importer, comme aujourd'hui, où il faut avoir une licence d'importation, domicilier une importation, et on a accès à la devise. Maintenant, je reviens à un autre aspect de la problématique. On achète au taux officiel et on vend au taux parallèle. Un split spread, comme on dit. Ça veut dire qu'on ne sait pas si le taux officiel doit dévaluer et de combien, et on ne sait pas si le taux parallèle doit dévaluer et de combien. En fait, on sait qu'il doit dévaluer, mais on ne sait pas de combien. Parce que le taux officiel avantage les importateurs en leur donnant une prime pour la surfacturation, et le taux parallèle donne aux contrebandiers de toutes sortes de pouvoir acheter des devises au marché noir sans payer d'impôts. Et c'est pour ça que l'écart reste toujours constant, environ 50% entre le taux officiel et le taux parallèle. La convertibilité du dinar, quand Turgut Özal, le père du miracle économique turc, ce n'est pas Erdogan, c'est Turgut Özal, qui dans les années 89 à 93, où il était président de la République, a instauré sa réforme monétaire et fiscale, comme Antoine Pinet avait fait avec la réforme du franc, du nouveau franc, dans les années 58-60, et les Allemands à la fin des années 40. Ça veut dire que le régime de change est directement lié à la fois au développement de l'économie et à la démocratisation du régime politique. Quand j'ai présenté le plaidoyer pour la convertibilité, c'était précisément pour régler tous les problèmes en même temps, qu'ils soient des problèmes de type moral, la corruption et la lutte contre la contrebande et le blanchiment et la drogue, etc., et en même temps favoriser une meilleure allocation des ressources pour permettre à l'économie de décoller. Or, c'est là que M. Ouyahia a compris le danger en 2005, puisqu'il avait interdit tout débat sur la convertibilité du dinar.
Et je suis obligé de vous interrompre. Ali Benouari, pardonnez-moi. Et pardonnez-moi, l'Arabie Zouémia, je voulais vous poser une question très importante. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, Farhat Aitali. Merci, Ali Benouari. Merci, l'Arabie Zouémia. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khawa la khair. Bislama.